Xavier Titelman, l'actualité dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, car là aussi il y a un domaine aérien extrêmement important. Ce serait un cap, si c'est confirmé, d'après Bloomberg, annonce de ce soir, les premiers F-16 seraient arrivés, mais vraiment arrivés cette fois. On ne parle pas de promesses de, même si c'est quelques avions. C'est vraiment un moment très important de cette guerre. En fait, ça fait quelques jours que j'ai des témoins qui n'ont pas eu le temps de dégainer leur téléphone, des témoins directs de personnes sur place qui m'ont dit qu'ils avaient volé. Je leur ai demandé si... Il faut rendre à César, vous l'avez dit sur Twitter, vous avez été très critiqué pour ça et vous étiez en avance. Mais par contre, ils ne sont pas sur le front, il faut être clair. Là où ils ont été vus plusieurs fois, ils sont vraiment sur les arrières pour l'instant. Est-ce que c'est pour roder la logistique, le fonctionnement? Est-ce que c'est pour faire de la défense aérienne? Vous avez vu que les Russes ont tiré 89 missiles de croisière Shahed hier. Les 89 ont été interceptés. Est-ce que le F-16 a contribué à intercepter ces drones kamikazes russes? C'est peut-être aussi pour ça que... Si c'est le cas, c'est un symbole très fort, on est bien d'accord. Le fait même que un seul F-16 dans le ciel ukrainien, même si ça ne change rien immédiatement à la guerre, mais c'est un symbole immense. Empêcher des missiles russes de frapper leurs cibles civiles sur des hôpitaux ou des centrales électriques, ça change rien à la guerre, mais néanmoins, c'est toujours favorable. On est sur un cap qu'on vient d'atteindre. C'est pas le volume qui est nécessaire pour être réellement efficace. Il n'y en aura peut-être qu'une douzaine pour en avoir 6 qui volent en même temps. Vu la taille du front, c'est pas suffisant pour être capable de gêner les Russes, mais ne serait-ce que pour améliorer la défense aérienne, pour défendre les villes qui ne disposent pas de système Mamba ou Patriot. Là, ça a vraiment déjà un premier impact. Et puis quand ils vont monter en puissance, quand ils en auront plus, là, ils pourront petit à petit certainement se rapprocher du front, y compris pour devenir une menace pour les chasseurs russes. Et in fine, c'est ça qu'on espère voir. Et en l'occurrence, c'est une bonne nouvelle du point de vue des Ukrainiens qui s'ajoute à une autre, puisque les États-Unis, c'est le Wall Street Journal cette fois qui le dit, les États-Unis auraient accepté d'équiper des dizaines d'avions de chasse F-16 en direction de l'Ukraine avec des missiles de fabrication américaine et d'autres armes avancées. Et là, j'ai besoin de votre aide parce que je ne comprends rien à ça. Ça comprendrait des missiles air-sol AGM-88, des bombes guidées à longue portée JDAM et des munitions de précision de petite taille GLS-DB. Les Small Diameter Bombs. C'est en réalité presque la même chose qu'on avait déjà intégré sur MiG-29. C'est-à-dire que les systèmes qu'on avait intégrés sur les avions soviétiques, on accepte de les mettre sur F-16. Je comprends même pas en quoi c'est une nouvelle. Ce qui serait réellement une nouveauté, ce serait d'avoir des bombes qui soient totalement inédites. Des missiles de croisière qui pourraient porter à 300 km, comme la France et la Grande-Bretagne ont déjà fourni des Scalp et des Storm Shadow. Ce serait d'avoir des missiles air-air de longue portée pour être capable d'intercepter des avions de chasse russes à 120 km de distance. Plus loin que la portée du maximum des missiles dont dispose la Russie aujourd'hui. Ce serait d'avoir dans l'écosystème autour du F-16 ce qu'on appelle des pods, donc sous l'avion on peut ajouter des sortes de capacités avec des radars plus puissants que le radar qui est dans le nez de l'avion, parce que ce sont des appareils qui datent quand même pour certains des années 90 et donc qui ne sont pas aux dernières capacités. Ce serait d'avoir des pods de désignation laser pour être capable de cibler un véhicule en mouvement, par exemple. Ce serait des pods de guerre électronique pour être capable de brouiller les communications russes, voire éteindre leur radar à distance. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on ne sait pas. Le F-16, à la base, c'est un avion qui est théoriquement multimission. Est-ce qu'ils vont être capables de faire de l'anti-navire? Est-ce qu'ils vont être capables de faire de la guerre électronique? Cet écosystème, aujourd'hui, on ne le connaît pas. Et c'est pour ça que la première question que j'ai demandé à mes contacts qui ont vu l'avion, qu'est-ce qu'il avait sous les ailes? Bon, ils n'avaient pas eu le réflexe de regarder ce détail, mais en fonction de ce qu'on verra sous les ailes des premières photos de cet avion, ça, ce sera déterminant. Xavier Titelman, l'action d'éclat réussie par les forces ukrainiennes qui ont réussi à frapper très à l'intérieur du territoire russe, et quand je dis très à l'intérieur, c'est un euphémisme, 1850 km, on va regarder la carte. Les forces ukrainiennes ont frappé l'aérodrome militaire d'Olenia, dans la région de Mourmansk en Russie, endommageant un bombardier, et des drones ukrainiens ont attaqué les aérodromes russes d'Olenia, de Mourmansk, d'Engels, de Diaghilevo. Dans la nuit du 27 juillet, l'Ukraine a également frappé une raffinerie de pétrole dans ce dernier des trois régions. Regardez la carte, quand on va jusque là-bas, comment est-ce possible de traverser cet immense espace en drone? Alors, l'étanchéité d'un espace aérien, c'est un mythe, on ne peut pas avoir une étanchéité totale. Mais c'est vrai que la Russie répète les situations dans lesquelles elle se met en difficulté parce qu'elle prouve son incapacité à intercepter tout type de missiles. Dès les premiers jours de la guerre, fin 2022, des simples missiles balistiques des années 70, ça passait. Des drones chinois qu'on achète à 10 000 $ sur Alibaba, ça passait pour aller même taper sur le siège de la flotte de la mer Noire. Donc aujourd'hui, on est sur une situation où il y a une récurrence de ces actions, simplement des ULM modifiés qui tapent à 1200 km de distance, finalement qu'on soit à 1200 ou à 1800,
Quand l'espace aérien est tellement large, quand on est sur des situations où il n'y a pas de défense, parce qu'ils ne peuvent pas couvrir tout leur territoire, les Russes, parce que tout a été envoyé vers l'Ukraine, je pense que ça va se multiplier. Et le fait de voir sur une semaine, systématiquement, tous les jours, des frappes, à la fois, il y en a, on ne les a pas toutes citées, mais il y en a aussi sur la mer Noire, il y en a également dans l'Est, il y en a également vraiment sur la limite des oblasts à la côté de Moscou, eh bien, il va y en avoir de plus en plus. Et je suis en contact avec des ingénieurs ukrainiens, j'y vais régulièrement. Ils sont en train de développer également un missile de croisière qui a 3000 km de portée. Donc ça veut dire simplement que les Russes ne peuvent plus laisser leur aviation stratégique, celle qui tue des civils, celle qui bombarde régulièrement, ils ne peuvent plus le laisser à moins de 1800 km aujourd'hui et à moins de 3000 km demain. Ça veut dire moins de bombardements sur le territoire, ça veut dire moins d'usines qui fonctionnent, ça veut dire une logistique qui va être de plus en plus compliquée. Et ça, il faut comprendre qu'il y a deux fronts. Il y a ce front sur le terrain, la première ligne sur lequel les Ukrainiens souffrent beaucoup, mais finalement, plus ils vont être capables de taper dans la profondeur, moins il y a de matériel qui va être capable d'arriver sur cette première ligne. Et donc les deux guerres sont complémentaires. Là, quand on voit le rayon, ça veut dire que si on fait tourner le compas, en réalité, ils peuvent frapper dans la quasi-totalité, disons, de la Russie, de l'ouest de la Russie. De l'Oural, oui. À l'ouest de l'Oural, a priori, ils peuvent taper partout. Le problème, c'est leur capacité de production. Si leurs alliés leur fournissaient les systèmes nécessaires à la construction en grand nombre de ces missiles ou de ces drones kamikazes, là, ils auraient une capacité à en tirer des dizaines et des dizaines par jour. Le problème, c'est comme on refuse que des composants américains, européens, taïwanais soient intégrés dans ces systèmes, on ne leur fournit pas. Et donc, ils doivent produire localement leurs petits moteurs, leurs petites avioniques, leurs récepteurs de GPS pour pouvoir concevoir ces systèmes-là. Il faut se souvenir qu'au début de la guerre, vous vous souvenez, ce premier missile de croisière qui avait été tapé sur le toit du Kremlin. C'était même pas l'armée ukrainienne qui l'avait fait, c'était des civils qui avaient développé un système pour se venger eux-mêmes en faisant une collecte participative pour développer ça. Et ça a tellement bien marché que l'armée ukrainienne a repris à son compte, c'était ce qu'on appelait le drone Beaver à l'époque. Maintenant, ils ont au moins une quinzaine de drones avec une capacité de bombardement à très longue distance. Et aujourd'hui, ils continuent à en développer de plus en plus. Oui, ils peuvent taper sur l'intégralité de cette zone. Les Russes sont obligés de mettre de plus en plus de systèmes de défense aérienne pour être capables de se défendre, mais ils en manquent. Ils en manquent comme ils manquent de tout le reste. Comment expliquer dans ces circonstances les déclarations de Volodymyr Zelensky ce soir dans le journal Le Monde, c'est dans l'édition à paraître demain, qui évidemment frappe énormément les esprits par deux aspects. Il parle en particulier d'une possible, imaginable renonciation à certains territoires ukrainiens, ça on va y revenir, mais il parle surtout de parler directement aux Russes, ou en tout cas il précise sa position sur le fait que les Russes pourraient être invités à une conférence de paix à Kiev, alors que la ligne pendant si longtemps avait été on ne parle pas à la Russie tant qu'on n'a pas gagné militairement jusqu'au dernier centimètre carré. Moi, j'analyse ça toujours de la même manière. Il y a un principe de réalité qui va s'imposer. Si on ne se décide pas à donner aux Ukrainiens les moyens de gagner leur guerre, on a raté des occasions de le faire, fin 2022 par exemple, on leur a pas donné le matériel nécessaire pour que leur contre-offensive de l'été 2023 soit un succès, et aujourd'hui, il n'y a aucune perspective pour leur donner la masse de manœuvre pour réussir à libérer leur territoire. Et pourtant, est-ce que ça n'est pas un renoncement ? Rappelez-vous, Boris Johnson disant « on ne parle pas à un crocodile qui a une de vos jambes dans sa gueule ». C'était la façon churchillienne de dire on n'imagine pas inviter les Allemands à une conférence de paix à Londres en 1942. Mais après, il y a l'affichage politique. L'affichage politique dit je ne renonce à rien, parce que c'est ça mon départ de négociation. De la même manière que les Russes disent abandonnez les oblasts que vous maîtrisez seulement à moitié, les Russes attendent que les Ukrainiens leur laissent la moitié des zones qu'ils ne maîtrisent même pas avant de commencer à négocier pour un cessez-le-feu. Donc après, la ligne médiane sera si les Russes n'arrivent pas à avancer. Je rappelle que à la vitesse des 6 premiers mois de l'année, les Russes doivent 7 années pour prendre simplement le Donbass. Donc on est sur une durée qui est trop longue. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens de repartir à l'offensive. Donc on est sur une souffrance continue pour une zone qui ne va pas évoluer, une ligne de front qui ne va pas évoluer. À quoi bon se fatiguer encore pendant 2-3 ans à perdre des dizaines de milliers d'hommes si au final on se retrouve dans la même position dans 2 ans. Vous allez beaucoup en Ukraine, vous parlez beaucoup à des combattants, vous les aidez aussi beaucoup, vous êtes très actifs. Est-ce que vous constatez chez une partie d'entre eux cet état d'esprit ? Alors non, eux, ils sont combattants et ils iront jusqu'au bout pour libérer le pays, jusqu'à la dernière miette, mais ils sont des opérationnels, ils sont sur le terrain. Eux, ils n'ont pas la pression politique que peut avoir un président et ils n'ont pas la pression de leur famille et des familles des victimes qui sont autour d'eux. Ils ont des morts, j'ai des Français qui sont blessés en ce moment, je leur passe toute mon amitié, on les aide, on fait ce qu'on peut sur place. Mais eux ne renoncent pas, y compris les blessés, attendent d'être de nouveau aptes au combat pour repartir au combat. Maxime, que vous avez eu par exemple au téléphone, Maxime a sauté sur une mine, il est retourné en tant que combattant opérateur de drone, en ce moment il travaille sur les états-majors, et ces gens-là sont ultra motivés, ils ne changent absolument pas d'objectif final,
parce que la Russie est une menace pour l'Ukraine, mais ils savent très bien que si l'Ukraine demain devait renoncer ou devait perdre, eh bien à ce moment-là, il y aurait d'autres pays qui seront en guerre derrière. Il y aurait la Moldavie, il y aurait les pays baltes, et à ce moment-là, c'est directement nous qui sommes engagés face à la Russie. Aujourd'hui, ils se battent pour éviter une guerre directe de la Russie contre nous. On peut lire exactement les mots de Volodymyr Zelensky auxquels je faisais allusion. C'est sans doute la phrase la plus marquante de cette interview au journal Le Monde, quand il parle de parler très directement à la Russie. J'estime que lors du deuxième sommet sur la paix en novembre, des représentants de la Russie doivent être présents, sinon nous n'obtiendrons pas de résultats viables. Je ne veux pas qu'ils nous bloquent la préparation d'un plan commun. C'est un petit peu comme ce qui s'était passé à Minsk. Finalement, la Russie après l'agression russe de 2014, ils avaient envahi la Crimée, annexé la Crimée et attaqué le Donbass. Ils avaient fait semblant de pouvoir négocier, de ne pas être là, de ne pas être présent, d'avoir des pseudo-séparatistes à leur place pour parler. Et au final, ce qui avait fait la différence, c'était que la France avait voulu imposer la présence des Russes pour négocier, et pas simplement les séparatistes. À l'époque, on avait été nous-mêmes à Moscou, on leur avait dit « on va aller à Moscou pour négocier, si les Russes ne veulent pas venir, nous on ira à Moscou négocier avec vous pour vous imposer de pouvoir négocier ». D'ailleurs, on sait que malgré les négociations, la Russie a quand même continué à préparer son invasion, et quelles que soient les situations de paix, l'Ukraine n'étant pas en mesure d'empêcher une invasion russe, elle a fini par avoir lieu. Demain, s'il y a une négociation de paix, évidemment, ça veut dire d'abord un cessez-le-feu, mais ça veut dire les négociations d'une sécurisation définitive des frontières ukrainiennes pour que l'État souverain ukrainien puisse continuer à exister. Ça veut dire un armement qui va continuer, avec des dizaines d'avions de chasse, des centaines et des centaines de véhicules blindés, pour éviter que la Russie puisse se poser la question de réenvahir dans 3 ans ou dans 5 ans pour finir sa tâche. Certains diront c'est un cadeau aux Russes, c'est quand même entrer dans le jeu des Russes de dire allez, venez à table, après Boutcha, après tout ce qui s'était passé, on entendait les Ukrainiens dire jamais, jamais on ne parlera aux Russes. Mais oui, mais encore une fois, c'est entre l'affichage politique et la réalité du terrain. Aujourd'hui, si la perspective, c'est simplement de tenir le front, de ne pas avoir d'évolution et que ça coûte des dizaines de milliers de vies pour arriver exactement à la même situation aujourd'hui qu'on aura dans 1 an ou 2 ans, quand tout le monde se sera effondré façon Corée du Nord, Corée du Sud, évidemment, je comprends qu'ils aient envie de le faire plus tôt. Les Russes, par contre, disent très clairement qu'ils ne sont absolument pas dans cette optique. Eux, ils croient qu'ils peuvent continuer à envahir au moins le Donbass.